Hey, le tuto pêcheur.com. Bonjour Stéphane. Oh là là, il est occupé. Il est dans les questions. Oui, je suis perdu dans les questions, désolé, bonjour. Et nos experts, Fred, Julien. Bonjour. Et notre ami Eric. Bonjour Fred. De pêcheur.com également, expert également. Aujourd'hui, pêche au sondeur, c'est ça l'intitulé Stéphane, puisque c'est toi quand même l'instigateur de cette rubrique. On applaudit puisqu'elle est suivie et on aime bien cette rubrique d'ailleurs, cette histoire de tuto. Alors, il y a des questions qui ont été posées par les internautes via Facebook. Oui. Facebook pêcheur.com. Et toi, tu as recueilli, tu as fait un... On les a compilées et les questions les plus récurrentes, on va les poser à nos deux spécialistes, tout simplement. Alors, je te laisse lancer les hostilités. Alors, la première question est un peu provocante. Pêcher avec un sondeur, c'est trop facile, c'est plus de la pêche. Bon, d'accord. Voilà, c'est dit. Ça, c'est comme regarder YouPorn et penser que tous les soirs, on va changer de partenaire. C'est exactement la même chose. Ça n'a pas rendu facile les relations entre les gens. C'est pas moi. Et le sondeur, il n'a pas rendu plus facile la relation qu'on a avec le poisson. Il nous a juste permis de le voir plus rapidement, et de le comprendre plus rapidement, de le localiser plus rapidement. Voilà, c'est... Au bout d'un moment, c'est juste... soit on accepte d'utiliser des méthodes modernes, on a arrêté de couper les crinières des chevaux pour en faire des fils, et aujourd'hui, on fait autre chose, quoi. Bon. Et puis au-delà de ça, au-delà de découvrir les poissons et de bien les voir, c'est tellement facile comme c'est dit, de pêcher avec de l'électronique embarquée. Et ben quand on voit très très bien nos poissons avec maintenant les produits qui sont mis à disposition, ben le résultat c'est que bien souvent on les voit très très bien et que malgré tout notre bonne volonté on n'arrive pas à les prendre. Et au-delà de détecter les poissons, ben, c'est des appareils maintenant qui nous permettent sur certains lacs qui ont des années de construction, ben, de redécouvrir un peu les villages noyés, les anciennes routes. C'est une autre approche d'être équipé d'électronique sur un bateau. Il n'y a pas que de la pêche. Moi maintenant, je prends plaisir à faire des formations et découvrir ce qui se passe au fond du lac, que ce soit des vieilles piles de ponts, des anciennes routes noyées, des villages. Il y a autre chose à faire que de capturer des poissons systématiquement. Oui, puis je pense que ça nous permet aussi finalement de se sortir de croyances où finalement sous l'eau c'est un peu un monde secret, magique qu'on ne voit pas. Il a disparu, il est sous l'eau, sous la surface. Nous, on n'y a pas accès. Tout d'un coup, on donne un éclairage avec les sondeurs sous l'eau. On a de plus en plus la capacité à voir la réaction du poisson et donc à essayer de la comprendre. Avant, finalement, c'était nos grands-parents qui nous disaient ça se passe comme ci, comme ça. Mais sauf qu'on était en aveugle et il n'y avait pas vraiment de science. Aujourd'hui, on peut corréler les comportements du poisson avec l'imagerie et mieux comprendre. On ne les fera toujours pas mieux mordre. C'est eux qui décident. Comme vous, quand vous avez faim, vous décidez, vous sortez la carte bleue, vous achetez à manger. Eux, ils ne sortent pas la carte bleue, il faut qu'ils chassent. Ça nous permet de les voir et éventuellement de mieux se placer et de mieux les pêcher. Et comme le no-kill s'est généralisé, au final, on a déplacé un peu le problème. On les voit mieux, on les pêche mieux et on les relâche mieux. Pour bien se servir d'un sondeur, c'est quoi? C'est on recherche les poissons ou on analyse les structures, le milieu? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est un mixte. En fait, pour prendre des poissons, il faut trouver leur habitat, connaître leur comportement. Et grâce aux machines qui sont développées maintenant, dans un premier temps, on va identifier les structures sur lesquelles les poissons sont susceptibles de se cacher ou d'être à l'affût pour chasser en tout cas. Et c'est dans un premier temps des structures qui vont nous donner la présence potentielle de postes. Et sur ces postes, les appareils maintenant vont nous permettre d'identifier la présence ou non de poissons sur des postes qui seraient prometteurs. D'accord. Est-ce que le sondeur est un élément de sécurité à bord d'un bateau? Avec de plus en plus de cartographie, les cartes Navionics notamment sont de plus en plus démocratisées. Moi je dirais en mer, ouais. Et notamment en mer. En mer, c'est clairement un élément de sécurité. Mais pas que. Aujourd'hui, vous naviguez sur des grands fleuves.
La cartographie, elle est bien présente. De plus en plus de grands lacs sont aussi cartographiés. Donc non seulement ça vous permet de connaître le code en vigueur là où vous naviguez, c'est-à-dire connaître les passages obligatoires et les voies de navigation, mais ça vous permet aussi d'éviter les écueils et les zones dangereuses. Si la cartographie n'existe pas aujourd'hui, par exemple avec l'AutoChart Live, on a la possibilité de fabriquer sa propre cartographie, c'est-à-dire que vous irez vous risquer sur des zones peu profondes une fois, vous les cartographiez, vous les identifiez et après vous pouvez les éviter. Donc oui, le sondeur, et notamment avec la cartographie, est un élément de sécurité aujourd'hui. N'oubliez pas le gilet de sauvetage quand même, c'est important. C'est obligatoire. C'est le principal. C'est le premier élément de sécurité. Avec le coupe-circuit, le dispositif homme Toujours. Parce que je peux vous dire que ça, c'est vraiment le jour où vous tombez à l'eau ou le jour où vous avez un malaise, et on ne le souhaite à personne, c'est ce qui vous sauvera et sauvera non seulement vous, mais aussi les gens que vous avez avec vous à bord, quoi. Tous les ans, on a des pertes que l'on regrette parce qu'il n'y a pas eu la sécurité nécessaire et c'est la sécurité de base, comme tu viens de dire. Autre question, Steph? Tableau arrière, tableau avant, où mettre la sonde? Messieurs, ne dérapez pas. Alors, principalement sur la plupart des cas, la sonde s'installe en tableau arrière. Hein, on est sur une configuration de moteur hors bord, ça veut dire que le moteur est à l'extérieur du bateau. Donc, on positionne sa sonde sur le tableau arrière. Ça va nous permettre d'avoir la meilleure position de la sonde et la meilleure identification du fond. La position de la sonde, c'est 80% de la qualité d'image de ce qu'on peut voir à l'écran. Si elle est mal positionnée, pas du bon côté, avec les hélices, le sens de rotation et la hauteur, eh ben on a vite des images qui seraient perturbées. Et donc, du coup, sa position, c'est généralement tableau arrière pour un moteur hors bord. Oui, ça, c'est clairement là où, en fait, on aura le maximum d'images fiables. Et après, si vous êtes équipé de plusieurs combinés ou de plusieurs sondeurs, éventuellement, on va pouvoir placer plusieurs sondes et les faire travailler après en simultané, soit en même temps, soit carrément basculer, puisque nos appareils nous permettent de basculer d'une sonde à l'autre aujourd'hui, quoi. Mais 90% des bateaux, on va équiper déjà en sonde arrière. Et sur le moteur électrique à l'avant, ça ne pose pas de perturbations? Alors, ça peut arriver que des perturbations soient créées par la rotation du moteur, hein, le rotor et le stator qui crée de l'échauffement en tournant et donc du bruit. Les configurations sont un peu différentes. Ça peut arriver, effectivement, peu importe les modèles d'écran ou de moteur, qu'on ait des petites interférences. Donc, il y a quand même, au-delà de simplement brancher un écran et une sonde, des bases à respecter pour le passage des câbles, la séparation des câbles d'alimentation d'un moteur et d'un sondeur. On essaye de les séparer au maximum. La position de la sonde, eh ben, on va essayer avec des supports adaptés de les positionner au mieux. Et, malgré tout, après, sur les appareils, on peut toujours activer quelques filtres, travailler un peu sur la sensibilité des appareils pour avoir ce phénomène le plus réduit possible, en tout cas. Comment savoir que le poisson se trouve à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas? Ça va dépendre déjà du type de sonde que vous utilisez. Donc, Romain, quelle sonde utilises-tu? Non, si on utilise une sonde 2D, ben forcément, vous voyez le poisson qui est dessous. Et alors là, savoir s'il entre à droite du cône ou à gauche du cône, c'est quand même compliqué. Alors, il y a une perception de l'écho quand on est en statique ou en dérive lente ou avec une vitesse un peu plus élevée. L'arc de cercle, hein, c'est le mode d'écho le plus défini. Il faut une vitesse constante pour que en fait, la sonde prenne la queue du poisson, le dos du poisson et la tête et nous fasse un bel arc. Dès qu'on est en statique, cet arc n'est plus possible parce qu'on n'a plus la vitesse qui passe dessus. Donc on va avoir des traits obliques ou horizontales. Et la couleur de l'écho va nous donner quand même sa position. Quand on est plus à l'aplomb de la sonde, et ben des couleurs jaune, rouge, hein, sur les modes 2D en fonction des palettes qu'on va utiliser, et bien retransmis. On va pouvoir avoir du rose, du rouge, du jaune se dessiner.
Et dès que l'écho va sortir à droite ou à gauche de la sonde, et ben l'arc est dessiné un peu plus sur la droite en montant sur la gauche, donc il est positionné à droite, à l'inverse pour la gauche, et il tend à disparaître sur des couleurs un peu bleutées. Donc là, on sait clairement qu'en fonction de la fréquence qu'on utilise et qui donne un code de détection, que l'écho est en train de sortir de l'axe de la sonde. Quel type d'onde dégage un poisson, demande Le poisson ne dégage pas d'onde. Ce qu'on va détecter, et je pense qu'Eric va confirmer, c'est surtout la présence d'air, en fait. Et ce qui nous donne le maximum d'informations, c'est les vessies natatoires des poissons. Et c'est aussi pour ça que dans les herbiers, notamment, on arrive à détecter les herbiers. Parce que les herbiers respirent, sont chargés d'air à petite dose. Mais c'est pour ça que souvent sur les herbiers, vous n'avez pas ces grosses masses rouges. Mais vous avez des couleurs que vient de citer Eric qui sont qui tirent plus sur les couleurs froides, sur du bleu, sur du vert, parce qu'en fait, il y a moins de présence d'air, et donc on détecte les choses de façon plus fine. C'est d'ailleurs pour ça que les différents substrats vont arriver, ou fond, on va dire, on va arriver à détecter des substrats différents grâce aux couleurs et grâce en fait, en gros, à la présence d'air ou non, et on va avoir des couleurs différentes. Est-ce que les poissons ressentent le sondeur? Alors ça arrive. Il y a quelques poissons qui sont très très pêchés. Hein, on fracasse énormément les mêmes postes, notamment sur la pêche du silure, qui ont tendance des fois à avoir des positions assez régulières sur des fosses. Les pêcheurs ont pu les identifier grâce à l'identification des cassants et des échos, surtout sur les silures, où l'écho, là, on peut absolument pas se tromper. Donc c'est des postes qui sont tout le temps pêchés. Tout le temps. On a beaucoup de bateaux équipés d'une sonde, voire deux, qui tabassent le même poste dans 10-15 mètres d'eau. Et au bout d'un moment, les poissons identifient les ondes des sondes qui descendent et qui remontent. Et alors ils n'identifient pas, ils n'ont pas un capteur pour dire attention, tiens, il y a Fred Julien qui est là avec son gros bateau. C'est qu'en fait, ils ont associé les ondes qui descendent avec un danger potentiel sur un de leurs copains qui serait en train de monter et de se débattre en créant du stress. Et du coup, ils commencent à plus identifier le fait de ressentir ces ondes. Ça ne les dérange pas. Par contre, maintenant, ils en ont peur parce qu'ils se disent, la dernière fois que j'ai écouté ça, Marcel à côté, je l'ai vu monter à 3 mètres et on ne l'a jamais revu. Quoi. Mais je crois que dans le... Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'association en fait entre un bruit ou une onde et le danger. Mais ça marche pour votre moteur électrique, ça marche pour le bruit d'un bateau. Aujourd'hui, on constate que sur certains lacs, vous pêchez en bateau, vous avez des résultats X, vous pêchez en flotte tube qui est beaucoup plus discret, vous avez des résultats bien meilleurs. Et pourtant, voilà, c'est pas dû au problème d'un pêcheur, c'est vraiment une généralité. Donc le sondeur est un élément parmi plein d'autres qui peut lier en fait un danger, qui peut représenter un danger potentiel. Et donc ils vont l'apprendre, on va dire. Moi j'ai pu le constater sur une gravière où nous étions nombreux, plein de bateaux, tous allumés au sondeur. La première heure on fait tous du poisson, c'est une gravière, on fait une pêche de potes. Et après, terminé. Quand on éteint les sondeurs, on refait du poisson, tant pis. On ne connaît pas le fond, mais on pêche. Et là, il y a une petite astuce, tu vois, c'est que aujourd'hui, on peut garder, si on a un combo, vous pouvez garder le GPS actif et désactiver votre sonde. Voilà. Donc, quand vous pensez que vous avez bien trouvé votre dérive, vous avez pris le poisson et vous commencez à enregistrer moins de touches, vous désactivez momentanément votre sondeur, vous gardez le GPS et votre tracé, et vous refaites vos dérives, vous repassez sur le même en aveugle, mais en fait vous contrôlez votre dérive toujours et vous éteignez la sonde et vous regardez les résultats, vous voyez si ça fait la différence ou pas. C'est pas forcément que ça. Des fois on se focalise sur des choses qui sont pas à l'origine du problème. Mais vous pouvez aujourd'hui, grâce à vos sondeurs, désactiver la sonde et de temps en temps tenter le coup. Je me perds dans toutes les technologies. De quel sondeur ai-je besoin pour du flotte tube?
La base d'un sondeur, c'est au tout début, ça a été fait pour nous donner des informations de base, qui sont la hauteur d'eau, la structure du fond qu'on arrive à lire en fonction des modes. Alors, on dit mode traditionnel, mode sondeur 2D, voilà, c'est le mode basique. Donc l'identification, c'est voilà, à quelle profondeur je suis. Je suis à la surface de l'eau. Le relief, le dessin qui est fait à mon écran m'indique que j'ai 10 mètres. Entre moi et les 10 mètres, ben, j'ai la présence de l'eau, des poissons éventuellement, en forme d'écho, et éventuellement des structures qui pourraient se dessiner sur le fond. Donc ça, c'est la base d'un sondeur. Après, en flotte tube, on n'a pas... Il n'y a pas de sondeur magique, miracle pour un flotte tube, autant qu'il n'y en a pas pour un bateau non plus. Il faut plus choisir en fonction de ses besoins et de son utilisation que de savoir, on ne va pas dire, mais tu prends un bleu, il est super, hein, tu prends un violet, il est top. Il faut adapter la machine à son embarcation déjà. Et puis on répond aussi à des problèmes de budget. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des sondeurs boules type Deeper, où en fait, si votre objectif, c'est vraiment la mobilité, eh ben, vous voulez rester mobile, vous ne voulez pas vous trimballer une batterie parce que vous allez dans des endroits inaccessibles, c'est votre pratique, vous allez chercher ces endroits-là. Le Deeper sera le sondeur parfait pour cette utilisation-là, parce que avec le téléphone, il n'y a pas besoin de batterie supplémentaire, si ce n'est un power pack. Et puis, tu fais tes sessions jour après jour avec juste une boule que tu mets dans la poche. Et puis voilà, quoi. Moi, je l'utilise même pour le coup et le feeder. Voilà. Dans la coupelle. Le Deeper, hein, c'est une petite boule qu'on accroche au bout de la canne et on envoie et on peut sonder en ramenant, et tout simplement. D'autres personnes qui font un peu de compétition ou qui veulent vraiment en voir plus, une technologie Side Imagine sera adaptée parce que ils sont mobiles, ils ont presque des mises à l'eau pour sondeur, pour flotte tube. Donc ils n'ont pas ce problème-là de trimballer des batteries, etc. Vous les voyez même certains avec des moteurs. Bon, ben à ce moment-là, un gros écran sera toujours plus confortable. Donc je pense que c'est un peu comme les cannes à pêche et le reste. Essayez de dimensionner ces outils en fonction de votre pratique, de votre cahier des charges. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Vous avez un budget X. Il y a plein de directions différentes. C'est-à-dire qu'avec le même budget, vous pourrez presque avoir une technologie Side Imagine ou rester sur une boule Deeper qui va faire un travail formidable avec technologie Chirp. Il n'y a pas de limite. Ce n'est pas parce que c'est petit que c'est de mauvaise qualité. Au contraire. Oui, alors je possède un bateau de 6 mètres, mais est-ce qu'il me faut une sonde ou 2 sondes? On parlait des sondes. Alors, très bref, mais bon. C'est toujours le même problème. Enfin, le même problème, c'est pas un problème. Que le bateau fasse 6 mètres, 10 mètres, 11 mètres. Là où on va positionner sa sonde, c'est déjà le moteur qu'on possède quand on a un moteur thermique qui va déterminer donc, la sonde tableau arrière ou une sonde traversante. Si on positionne la sonde à l'avant du bateau de 6 mètres et qu'on est à l'arrière en train de pêcher, ça n'a pas de sens. Quand la sonde est à l'arrière, on peut pêcher à l'arrière et arriver à voir son leurre à l'écran. Et ça ne nous empêche pas de pêcher à l'avant non plus. Enfin, la position de la sonde, que le bateau il fasse 6 mètres, 15 mètres ou 3 mètres, ça va déterminer, pour avoir la meilleure image, c'est le tableau arrière sur un moteur hors-bord. Et en mer, toi tu connais ça Fred, dès qu'on a des moteurs inboard, où donc l'hélice est à l'avant du tableau, on ne va plus pouvoir positionner sa sonde derrière parce qu'elle va passer dans le flux des perturbations de l'hélice et nous flouter, que ce soit une image 2D ou scannérisée. Donc là, on va passer sur des sondes traversantes qui sont positionnées à l'avant du moteur pour éviter les perturbations. Et puis je dirais que les sondes, c'est quand même un sujet très vaste, hein, puisque maintenant on équipe un bateau avec 2, 3, 4 sondes quelquefois, des fois une seule suffit. Mais moi je pense que c'est déjà une interprétation à prendre. Hein. Quand on ne sait pas, si on ne sait pas, on va voir des tutos, on va voir des spécialistes. Il y en a dans les magasins, il y en a sur le net aussi. Hein. Maintenant on a des tutos YouTube, des tutos aussi que Fred fait. Vous allez voir, parce que la sonde, si on en parle, c'est super vaste, quoi. C'est très large, mais ce qu'il vous faut, c'est une interprétation. Moi, je vais juste prendre un peu la parole parce que quand on a une télécommande de télé, on vient d'acheter une télé et on se perd déjà dans le menu de la télécommande de télé. Alors, c'est pas on-off la télécommande. Il y a l'écran large, l'écran étroit, il y a les couleurs. En fonction d'un tel, il préfère plus de rouge que de vert, etc. C'est un peu la même chose. Le sondeur, il va falloir vous habituer.
Et je vais juste vous donner une anecdote avant de poser une question à nos experts. J'ai fait un salon il y a quelques années. J'ai un partenaire aussi qui me suit dans mon activité de guide de pêche. Et j'avais fait une simulation sur un sondeur à un client qui était venu, un visiteur. J'ai fait la simulation on. Et puis après, j'ai été dans menu. Et puis dans menu, j'ai mis simulation. Et puis on a fait la simulation. On a expliqué au monsieur comment ça se déroulait sur le bateau, etc. Et je lui ai dit, écoutez, si vous avez un souci, vous m'appellerez, je vous ferai un radio-guidage par téléphone. Il m'a appelé 2 mois, 3 mois après, il m'a appelé quand il était sur l'eau. Il me dit, ça déconne complètement, je connais le fond, c'est pas possible, et il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends rien du tout. Il a refait la même manipulation que je lui ai fait au salon. Il a appuyé sur son sondeur, il l'a allumé, il a appuyé sur simulation et forcément, le sondeur était sur simulation. Et je lui ai dit éteignez, rallumez. Et quand il m'a dit attendez, j'arrive pas, ça va trop vite. Bon, je réteins parce que j'ai pas eu le temps de mettre simulation. J'ai dit stop. Heureusement, j'ai enregistré. Alors vous voyez, il y a une démarche qui est à faire avant l'utilisation du sondeur et des sondes. Je pense qu'il faut contacter des experts et puis aller sur des tutos. Allez, la dernière question, mon Steph. La base des experts également, et des marques qui proposent ces produits, c'est pas non seulement de mettre à dispo, de vendre des produits. Généralement, dans ces sociétés-là, on a un accompagnement avant, qui est le conseil du bon produit en fonction de ses besoins. On a un accompagnement pendant, et on peut compter sur eux pour avoir un accompagnement après. On ne part pas à l'aventure avec un appareil, on est toujours accompagné grâce à ces marques qui font un travail de communication merveilleux. Exactement, et on en parlera encore avec Fred, puisque il y a on en a parlé de la Navicom Academy, mais c'est le but de ce que va faire Fred l'année en cours. Autre question, la dernière ? La dernière, est-ce que les batteries lithium valent vraiment le coup pour les sondeurs ? Une source d'alimentation pour un sondeur, elle est adaptée en fonction de la taille du sondeur et des technologies qui sont dedans. Alors, technologie, ce qui consomme le plus sur un appareil, c'est le GPS. On a des appareils qui sont GPS mais qui n'ont pas de lecteur de carte, donc qui consomment un peu moins. Un appareil qui est GPS et qui est lecteur de carte va consommer un peu plus parce que le module GPS tourne en permanence à l'intérieur, donc consomme un peu plus. L'alimentation, c'est toujours adapté en fonction de son sondeur. On a un petit écran, on va pouvoir se contenter d'une petite batterie comme ça. On a un écran un peu plus grand avec un GPS, il va bien falloir l'adapter pour pouvoir tenir la journée. Et effectivement, la solution maintenant du lithium qui est proposée dans ces différentes versions est une très bonne alternative. On a un courant qui est régulé pour avoir une alimentation constante tout au long de la journée. On n'a plus de baisse de tension ni quoi que ce soit. On a un gain de poids considérable sur ces produits-là. C'est adapté au sondeur, effectivement. Oui, et je rajouterais que c'est un peu comme nos téléphones aujourd'hui. Les batteries lithium se rechargent extrêmement vite. Et ce qui fait que des fois, même si on a une batterie un peu plus petite, le fait de s'arrêter 1 heure à côté de votre voiture, presque de rebrancher la batterie, je vais dire une bêtise, pas sur un allume-cigare, mais vous pouvez rebrancher votre batterie au camping pendant 1 heure et ça va lui faire du bien et elle va se recharger super vite. Donc finalement, c'est qu'une source d'alimentation. C'est pas, vous pouvez faire le choix de rester au plomb et il y a 0 problème. Par contre, ça amène du confort à l'utilisateur en termes de poids et de vitesse de chargement, de rechargement. Et puis, on va juste répondre quand même à Geoffrey. Une gamme de prix pour commencer, une erreur à éviter, pas cher, enfin, une gamme de prix à peu près, voilà. À combien on peut estimer un sondeur pour commencer, pour celui qui veut s'acheter un sondeur pour débuter ? Il y a beaucoup de tarifs en ligne. On a énormément de produits de proposés. On démarre à combien, le plus bas ? On va pouvoir démarrer dans les 150 €. Voilà. On a un appareil de base, mais qui fait bien son boulot, parce que la base d'un sondeur, c'est de donner la hauteur d'eau, la présence des poissons, la structure. Donc 150 €, c'est pas parce qu'il vaut 150 qui ne donne pas l'information d'un appareil qui en vaut 5000. Si on ne comprend pas la lecture d'un appareil de 150 €, on ne comprendra pas mieux sur un appareil à 5000. Ça démarre à 150, ça peut monter jusqu'à des 4-5 000 € selon les appareils, où là on a de la technologie qui est de haute qualité, avec des sondes, on parlait du phénomène de sondes, des sondes
très haut de gamme, très puissantes, qui sont en accord avec l'appareil sur lesquels ils sont connectés. Donc voilà, 150 €, on peut démarrer. On peut aller à 5000 quand le budget le permet, c'est possible en fonction des configurations. Ce qu'il faut éviter de faire au début, c'est évidemment c'est le budget qui pilote le tout, mais il vaut mieux bien se renseigner à l'avance sur ce dont on a besoin, voilà, les besoins. Sur un appareil qui pourrait nous permettre d'évoluer après. Hein, c'est plutôt que se dire ben voilà, j'achète 150 mais j'ai pas la définition de l'appareil qui est à 600. Il vaut mieux trouver un compromis sur un appareil à 400 par exemple, qui va maintenant sur certains appareils vous donner un maximum de technologie et toujours des belles images. C'est un appareil, on va débuter de la même façon que celui de 150, mais on va pouvoir évoluer dans les technologies plus loin et être accompagné. Donc l'erreur à ne pas commettre, si c'est la question, avec le budget, c'est de se renseigner avant, de franchir le pas. Et on est bien mieux accompagné. Des fois, on met un petit peu plus et des fois, c'est pas la peine, on peut mettre un petit peu moins. Mais le bon conseil au départ permet d'avoir le bon appareil. Merci beaucoup. On est obligé de conclure. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On va retrouver Patrick qui est sur le stand Daiwa et nous, Fred, on se retrouve dans quelques instants pour le Deeper sur le stand Navicom. Oui, tout à fait. Et à la suite de ça, on fera une si vous voulez, séance de dédicace directement sur le stand. Ici, si vous voulez. Là, Fred peut vous faire une petite dédicace avant, non? Le temps d'y aller, je préfère renvoyer parce que sinon, après, ils vont m'engueuler que je vais être en retard. Ok, à toi, Patrick. Mais on va aller sur le stand. Et on se retrouve sur le stand Navicom dans quelques instants.